secteur nautique est un secteur comme tous les autres secteurs, un secteur particulièrement dynamique où il y a beaucoup de recherche, de développement dans les produits. Et je crois que les nouvelles économies ont toute leur place. Alors cette année, on a changé un petit peu le concept parce que il nous a paru très intéressant de voir, partager avec vous les expériences qui ont déjà fonctionné, d'essayer de trouver sans doute des clés pour faire avancer les idées. Donc cette année, cet échange qu'on voudrait, enfin ce moment d'échange qu'on voudrait avec vous, ceux qui ont des bonnes idées novatrices, qui seront sans doute des succès de demain, et bien ça nous a paru très intéressant de les partager avec vous. Donc bienvenue une nouvelle fois au Salon Nautique, parce que le nautique c'est aussi l'avenir. Hein, il y a les nouveautés qui sont présentées, donc ça c'est pour le court terme, 2017, mais c'est l'avenir, on essaye de voir plus loin que 2017, 2020, 2025, et le nautisme aura toute sa part, la nouvelle économie dans le nautisme aura toute sa part dans cet avenir. Donc bonne conférence, bons échanges et découvrez les bonnes clés parce que c'est par là que ça passera. Merci Serge. Vous pouvez applaudir Alain Pichavant s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors je vais prendre un micro et je vais vous présenter un premier intervenant. Ne montez pas sur scène, mon cher Damien, je vais vous annoncer. Ça fait plus cérémonial, comme ça vous pensez bien. Hein. Donc Damien Gromier, il est directeur de France Digital et il a décidé d'évoquer pour vous les startups et l'entrepreneuriat de façon globale. Et écoutez, pour ne pas faillir à la tradition, on a toujours pour habitude de bien accueillir les gens sur scène. Je vous demande d'applaudir Damien Gromier, puisque de vous à moi, il ne déteste pas ça. Ah, je vais vous l'offrir. Vous connaissez ma générosité, Damien? Je vous offre 14 minutes. Vous m'entendez? Alors, petite question, qui ici est un entrepreneur? Levez la main. Qui ici est un investisseur? Levez la main. Qui ici connaît des entrepreneurs dans son entourage proche? Ah, on voit plus de mains tout d'un coup. Qui ici aimerait en fait entreprendre un jour? Ok, super. Alors ce que je vais raconter là maintenant, c'est pour vous. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes en juin 2016 à Stanford University, en Californie. Obama, le président des États-Unis, Mark Zuckerberg, le directeur fondateur de Facebook, ainsi que 3 jeunes entrepreneurs issus de partout dans le monde sont en conférence. Et il y a une jeune femme en fait, qui vient du Caire, qui s'appelle Maï. Maï, en fait, elle est entrepreneur depuis 5 ans. Elle a créé une start-up et ça marche bien, au Caire. Et quand Barack Obama lui demande « Mais comment a commencé en fait ton aventure entrepreneuriale? Quelle a été ton étincelle? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment es-tu devenu entrepreneur ?» Elle a répondu to Startup Weekend. Alors, du coup, ce dont je vais vous parler, en fait, au début, c'est de Startup Weekend. Pourquoi? Parce que j'organise et anime bénévolement des Startup Weekend, qui sont des événements, depuis maintenant 6 ans à travers le monde. J'en ai fait 70. Le week-end dernier, j'étais à Nairobi, au Kenya, pour un Startup Weekend sur l'éducation. On y reviendra, mais il y a également des Startup Weekend dans le nautisme et sur le monde de la mer. Donc, qu'est-ce que c'est un Startup Weekend? Concrètement, c'est un événement où une centaine de personnes qui ne se connaissent pas encore se réunissent un week-end entier, du vendredi au dimanche soir. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Parmi eux, il y en a la moitié qui ont des idées. Comme vous, parmi vous, vous avez levé la main, vous avez dit que vous aimeriez être entrepreneur. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont des idées. Par exemple, lancer le Airbnb du bateau, ou quelque chose d'autre. Donc, il y a une moitié des gens qui ont des idées. Et l'autre moitié, en fait, ils ont des talents et des compétences. Donc, on fait se rencontrer les idées et les compétences. Parfois, il y a des gens qui sont juste curieux et enthousiastes de voir, d'être là, et en fait de découvrir ce que c'est en fait que de devenir entrepreneur. Et donc, pendant tout ce week-end, ces gens vont former des équipes autour des idées et vont travailler d'arrache-pied, parfois la nuit et jour, pendant 50 heures, pour transformer une idée en véritable projet de start-up. Alors, quand je dis véritable projet de start-up, c'est que l'objectif d'un tel week-end, c'est qu'à la fin, des startups se lancent le lundi. C'est extrêmement intéressant puisque, à travers le monde, vu que c'est organisé bénévolement pour faire découvrir l'entrepreneuriat à tous les gens qui le souhaitent, en fait, c'est 1000 événements par an cette année.
Donc ce qui se passe, c'est que partout dans le monde, il y a des bénévoles comme moi qui les organisent et qui les animent. Et donc, au final, ça fait plein de belles success stories. Des startups qui lèvent 1 million d'euros suite à un startup week-end. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi je vous raconte ça ici, au Salon du Nautique? C'est que le plus important là-dedans, c'est de parler d'inspiration. C'est-à-dire que 95% des participants de Startup Weekend, quand ils arrivent le vendredi, en fait, ils ne sont pas entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'événement pour découvrir ce que c'est qu'être un entrepreneur, pour rencontrer d'autres personnes comme elles qui souhaitent devenir entrepreneurs. Et donc très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que un entrepreneur potentiel va prendre le goût à l'entrepreneuriat durant le week-end et va rencontrer parfois même ce cofondateur. Parce que, et ça c'est un deuxième enseignement, avant, dans les années 80, 90, on voyait beaucoup de fondateurs qui créaient des startups. Enfin, qui créaient leur startup, mais en tout cas, ils étaient le fondateur. Et en fait, ça c'est fini. Maintenant, on est à l'âge des cofondateurs. Maintenant, toutes les grandes entreprises qui marchent, toutes les belles success stories, c'est avant tout une histoire d'équipe. Donc c'est des gens qui cofondent à plusieurs une société. Donc pour rester dans le thème qui est le nautisme, on va prendre des exemples. Parce que comme je vous l'ai dit, Startup Weekend, il y en a partout dans le monde. Donc, Startup Weekend de Saint-Brieuc en 2015. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end-là? 70 personnes se sont réunies avec des idées, avec des gens qui avaient des talents, et ils ont concrétisé des projets de start-up. Et le gagnant du Startup Weekend de Saint-Brieuc, c'était une plateforme qui s'appelle Simply. Et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Tout simplement un site internet où vous pouvez retrouver toutes les activités nautiques que vous pouvez faire sur le littoral durant l'été. Alors je n'y étais pas, ce Startup Weekend, ce n'était pas dans la liste de mes 70, mais en tout cas c'était extrêmement intéressant puisque les jeunes entrepreneurs en fait, qui ont lancé ce projet n'étaient pas entrepreneurs avant, ont eu un projet dans le nautisme pendant le week-end et ensuite maintenant ils ont une destinée où ils essaient de créer une entreprise. Et donc là c'est vraiment intéressant parce que pour vous, pour ceux qui ont levé la main, pour ceux qui veulent devenir entrepreneurs en fait, eh bien, il y a des choses qui existent. Alors là on parle de Startup Weekend, mais il y a plein d'initiatives comme ça qui peuvent vous faire découvrir l'entrepreneuriat en une journée, en 2 jours, en une semaine. Et en fait, on ne naît pas entrepreneur, mais on le devient. Deuxième exemple, au Startup Weekend de Nice Sophie Antipolis, l'année dernière, pareil, le vainqueur. Alors cette édition était un peu particulière, c'était la première édition tourisme au sud de la France. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, on a eu un vainqueur qui est une équipe qui s'est constituée pendant le week-end et qui portait un beau projet. Ce beau projet, ça s'appelle Boating. Alors Boating, en quelques mots, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, Airbnb c'est chouette, mais on devrait pouvoir en fait louer une chambre sur un bateau, mais un bateau à quai. Donc Boating en fait c'est le Airbnb du bateau à quai qui met en relation les particuliers, les propriétaires de bateaux. Voilà. Et ça c'est une belle success story puisqu'ils étaient présents ici l'année dernière et ensuite ils ont également eu le prix des jeunes entrepreneurs de la tribune. Donc tout ça pour vous dire en fait en quelques mots, rapidement en fait, vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez rencontrer une équipe et concrétiser un projet même dans le nautisme. Dernier mot sur ce sujet-là, tout ça, tous ces anciens participants de ces événements, une communauté d'entrepreneurs. Et ça, vous sachiez que ce qui est le plus important finalement, c'est qu'il y a un échange de connaissances, un retour d'expérience. Il faut que en fait, prennent du temps et rencontrent de jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer. Finalement, avec ce genre d'événement, c'est ce qu'on crée. On crée une communauté d'entrepreneurs avec des gens qui font des retours d'expérience et qui permettent à des nouvelles personnes finalement, de découvrir l'entrepreneuriat. Donc voilà. Après tout ça, qui veut toujours devenir entrepreneur? Levez la main. Alors maintenant je vais vous parler, parce que c'est Startup Weekend, je fais ça bénévolement depuis des années, c'est pour le plaisir, pour aider les entrepreneurs à concrétiser leurs rêves. Donc maintenant je vais vous parler en fait de mon travail. Donc qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis le DG de France Digital. Alors France Digital, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui regroupe les 700 plus grosses startups françaises. Alors bien entendu, il y a des startups emblématiques comme Blablacar, Criteo, des belles success stories qui deviennent gigantesques, qui sont présentes dans des dizaines de pays dans le monde, mais aussi des startups plus petites, comme d'ailleurs certaines parmi vous ici, qui en fait sont là pour rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, excusez-moi. Donc la deuxième
partie de France Digital, c'est également les investisseurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a pour membres la quasi-totalité des fonds d'investissement de type venture capital français. Donc peut-être que certains noms vous diront quelque chose, comme Isaïe, comme Partech, etc. Ce sont en fait des fonds d'investissement qui ont pour spécialité d'investir dans les startups, donc que ce soit early stage, avec des petits tickets comme 500 000 €, ou sur des startups plus grosses, qui sont en train, toujours en cours de se développer, comme Blablacar l'année dernière, qui avait levé 100 millions d'euros. Donc voilà, donc on est vraiment cette association entre entrepreneurs et investisseurs, et notre travail, c'est de permettre de faire un pont, un lien entre les deux. Puisque si vous, ici, vous êtes par exemple Business Angels, et que vous souhaitez investir dans une start-up, pourquoi pas dans le nautisme, bah, vous allez avoir envie d'être là où vous pouvez rencontrer des entrepreneurs qui portent des projets dans lesquels vous allez croire. Et inversement, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez en fait lever des fonds, c'est-à-dire trouver de l'argent pour développer votre start-up, votre entreprise, alors vous êtes au bon endroit pour pouvoir rencontrer les investisseurs. Donc voilà. L'idée, c'est que je vous prends un petit tour d'horizon en fait, du capital investissement en France et du capital risque pour donner quelques chiffres clés. Bien entendu, le nautisme reste encore un petit secteur dans le capital risque. C'est pourquoi je ne vous parlerai pas forcément que d'exemples très précis, mais je vais prendre des exemples plus larges. Donc déjà, il faut savoir que on est en période de boom. Les startups françaises, l'écosystème, ont levé 1,2 milliard de dollars en 2016 auprès des fonds d'investissement des Business Angels. C'est un record, c'est-à-dire qu'en 5 ans, c'est multiplié, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans, c'est 20% de plus que l'année dernière. Donc on est vraiment dans un secteur très dynamique qui montre que finalement, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à lever des fonds, c'est le bon moment, il faut vous lancer. Puisqu'il y a un écosystème, il y a des fonds qui sont là pour croire en vous et pour investir en vous. 62% de ces deals, en fait, de ces investissements, se sont faits en early stage. Early stage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce sont toutes les startups qui ont entre 1 et 3 ans d'existence et qui finalement en sont à leur première levée de fonds et sont là justement pour montrer qu'elles ont un produit qui fonctionne. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur vraiment un marché où il y a du renouvellement, il y a des startups jeunes qui se lancent. Également, quels sont les secteurs en boom? Alors bien entendu, on peut parler de l'Internet des objets, avec Sigfox qui a levé 100 millions d'euros il n'y a pas longtemps, qui veut créer un réseau, en fait, téléphone, un réseau Internet dans tous les pays du monde à bas débit pour connecter les objets. Donc ça, c'est intéressant. Mais là où j'aimerais faire un focus, c'est par exemple sur l'économie collaborative. Alors tout le monde dit, bah oui, Airbnb ça marche bien, Blablacar ça marche bien, ils sont présents dans plus de 25 pays maintenant, ils ont levé plus de 100 millions, ils ont bientôt 600 salariés. Donc ça c'est un exemple qui est intéressant, puisque ça montre le dynamisme de l'économie collaborative. Et là-dedans, on peut distinguer une sous-catégorie qui est celle du nautisme. Et c'est là où on peut ranger, par exemple, les startups comme Beboat, comme Click and Boat. Beboat sera d'ailleurs là pour tout à l'heure avec Isabelle pour nous dire quelques mots, pour nous présenter son projet. Donc ça veut dire qu'en fait, des startups du nautisme en fait, s'incluent en sous-catégorie dans ces grands secteurs dynamiques, que sont par exemple l'économie collaborative. Donc ce qui veut dire que si vous souhaitez entreprendre, vous, dans votre domaine du nautisme ou du maritime, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans un des secteurs qui sont en vogue, comme l'économie collaborative, ou encore aussi également le travel online, où là on voit des sites parfois de réservation de bateaux à l'étranger, de voyages, etc. Donc voilà. Et enfin, pour terminer sur ce tour d'horizon, puisque l'idée c'était d'être bref, c'est que les startups françaises sont de plus en plus internationales. Elles étaient 190 au dernier CES de Las Vegas en 2015, elles seront certainement 250 cette année. Elles ont compris cet enjeu-là, et ce qui signifie, je pense que vous le comprenez dans le nautisme, c'est que le marché il est mondial, la concurrence est mondiale, et qu'il y a vraiment des choses à faire dans ce domaine-là. Voilà. Et enfin, 2 petits exemples. Donc, Beboat, qui a levé 1 million d'euros cette année. Isabelle nous en parlera, nous racontera sa belle success stories, puisque je pense que c'est important d'avoir des entrepreneurs qui partagent avec vous leur enthousiasme, qui vous racontent à quel point leur projet est merveilleux et à quel point il peut changer un secteur. Et dernier petit exemple est une start-up en fait qui travaille dans WinWorld, qui travaille en fait dans la data. Donc là, c'est un deuxième exemple de ce que je disais. C'est une start-up qui est sur l'univers maritime, mais qui est dans la grande catégorie du traitement de la donnée.
Pourquoi? Parce qu'on voit que maintenant tous les investissements sont dirigés sur le traitement de la donnée, sur l'intelligence artificielle, etc. Et donc eux, ils font du tracking de bateaux. Et donc bien entendu, quand on est sur un secteur comme ça, eh bien, ils ont levé 10 millions de dollars. Donc voilà. Donc je crois que pour les questions-réponses, on n'a pas le temps, mais moi je me tiens à vos dispositions si vous voulez échanger. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous voulez devenir entrepreneur, eh ben, c'est possible, c'est même facile. Vous pouvez trouver des gens pour ça, qui vont vous aider, une communauté d'entrepreneurs. Et si jamais vous avez un projet qui est déjà avancé, eh ben, c'est le moment de le lancer et d'aller encore plus vite, puisqu'il y a des investisseurs pour vous accompagner. Encore merci. Merci Damien, vous avez été formidable. Merci beaucoup. Écoutez, 13 minutes et 15 secondes. C'est beau, hein? Vous avez offert généreusement 14 minutes. Alors c'est intéressant parce que Damien Gramier vient de faire un état des lieux. En l'occurrence, je vous parlais des startups en règle générale et de l'entrepreneuriat de façon globale. On va aller un petit peu plus au cœur du système et évoquer comment réussir sa start-up en 6 points clés. C'est une conférencière qui vient de nous retrouver, Rebecca Svetch. Venez sur scène, nous vous applaudissons, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. De la même façon, 14 minutes, Rebecca, hein? 14 minutes, ça va aller? Et vous? Merveilleux. Alors, j'hésite à mettre au milieu pour la caméra. Qu'est-ce qui est le mieux? Vous en fichez? Bon, bah, je vais me mettre là, alors. Ça va pour tout le monde? Ouais? Ok, super. Alors, je suis hyper contente d'être ici et je remercie vraiment toute l'équipe pour l'invitation. Vous êtes très loin de moi, je me sens un petit peu trop détachée de vous. Alors j'ai aussi envie de faire connaissance avec vous via des petites questions. Qui parmi vous est spécialisé dans ses études ou son boulot sur le nautisme, puisque c'est le sujet? Ok, super. Qui parmi vous, rappelez-moi, a envie de lancer sa boîte, son projet, son activité? Rappelez-moi un peu, ok, donc une petite partie. Et qui a envie de lancer son projet, son activité en parallèle, par exemple, d'un emploi salarié? Il y en a deux. Ok, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on est déjà un peu plus connectés. Donc moi, c'est moi là, j'étais mieux coiffée. Je m'appelle donc Rebecca Svetch, j'ai 25 ans et j'ai un profil un peu atypique. Je suis slasher entrepreneur. Donc j'ai un emploi salarié dans une école de commerce qui s'appelle le SCP Europe, dans lequel j'accompagne la création d'entreprises, et c'est ce que je faisais auparavant aussi au sein d'une start-up qui s'appelle Ticket for Change. Et à côté de ça, j'ai une seconde casquette qui est une casquette d'entrepreneur, et donc je contribue à développer des projets, à créer, développer des projets. Le premier s'appelle le Noise. C'est un réseau de 7 associations qui est présent dans des écoles et qui vise à aider des jeunes à trouver leur voie d'acteur de changement, en les aidant à trouver et mobiliser leurs talents et leurs aspirations sur des projets qui visent à résoudre des problèmes de société ou d'environnement. Et le deuxième projet que j'ai à côté de mon emploi, ça s'appelle Coexister, et c'est un mouvement interconvictionnel de jeunes croyants et non-croyants qui se mobilisent pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà, maintenant on se connaît un petit peu mieux, et à travers toutes mes expériences, qui sont à la fois d'accompagnement d'entrepreneurs et moi-même d'entrepreneur partiel, à temps partiel, et aspirante entrepreneur à temps complet, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait souvent un blocage quand on voulait entreprendre, c'était l'idée. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi au début je me suis dit, il faut vraiment une idée canon, une idée que personne n'a jamais eue, une idée révolutionnaire, et sinon je me lance pas. En fait, à travers mes expériences, je me suis rendu compte que l'idée c'était clairement pas la chose la plus essentielle, et j'ai mis le doigt sur plein de petits points que j'ai envie de partager avec vous, qui me semblent être beaucoup plus essentiels que l'idée en soi. Donc la première en fait c'est la complément, on va dire l'association en fait entre une vision et son exécution. Donc j'aime beaucoup une citation de Shakespeare qui dit « Ils avaient échoué parce qu'ils n'ont pas commencé par le rêve ». Moi je vous encourage à rêver, pas forcément parce que je suis dans les utopies, je suis bisounours, je le suis aussi, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on a une ambition, qu'on sait vers où aller et qu'on embarque des gens avec nous. Donc vous n'arrêtez pas à ça, rêvez à fond. Et surtout rêver en fonction d'un problème en particulier. Souvent on pense à quelle idée je veux, mais en fait on ne part pas du principe de base qui est en fait on doit répondre
un besoin de société qui n'est pas couvert ou peu couvert. Donc réfléchissez, vous, quel est le problème qui vous touche d'une façon ou d'une autre et auquel vous souhaiteriez vous attaquer, et réfléchissez à qui sont les personnes qui sont aussi concernées, et restez au contact de ces bénéficiaires, de ces clients, pour vraiment répondre le plus proche possible à leurs besoins. Je vous parlais tout à l'heure de l'idée. L'idée, c'est un concept initial qui est donc pas forcément fondamental. Par contre, c'est la réalisation qui compte. Les bonnes idées, en fait, on les vole souvent. Alors, pas voler dans le sens sans respecter la propriété intellectuelle, mais plutôt voler dans le sens détourné. Il y a des projets qui existent déjà, on va les réutiliser, les modifier, remixer pour en faire son propre projet. Il y a beaucoup de projets que vous connaissez beaucoup qui sont en fait dans ce cas-là. C'est le cas par exemple de Babylon, qui est un détournement de la plateforme américaine Kiva par exemple. Moi je ne le savais pas forcément, et c'est intéressant de se dire qu'on ne part pas de rien en fait. Innover, ce n'est pas partir de rien, c'est partir de l'existant et faire mieux, peut-être dans l'idée, dans le concept, mais aussi dans l'exécution. Et dans aussi l'adaptation justement à l'écosystème dans lequel on le met, dans un pays, auprès d'un certain public, etc. Vous-même, n'ayez pas peur de vous faire voler vos idées, en fait. Parfois, on a tendance à vouloir les garder parce qu'on a peur qu'elles soient copiées, on a peur que quelqu'un d'autre porte le projet. En fait, si quelqu'un d'autre porte le projet, c'est que vous n'êtes pas la bonne personne pour le faire. Parce que s'il y a vraiment un alignement, vous êtes la bonne personne pour le faire. Ne pas en parler, ce serait vous priver en fait de conseils, d'opportunités et de potentiels partenaires qui vont en fait vous permettre de faire grandir votre idée. Donc parlez-en, ne révélez pas forcément tous les détails du projet avec le comment, etc., le business model, mais parlez-en autour de vous. Et puis, gardez en tête que l'idée de départ, c'est jamais la bonne de toute manière. Aujourd'hui, par exemple, Mark Zuckerberg, il n'a pas créé Facebook comme ça. Il avait créé un concours de vote sur les personnes les plus sexy de son campus à Harvard, je crois. Ouais, Harvard. Et puis il s'est rendu compte que ça marchait vachement bien d'avoir un réseau social avec un concours comme ça associé à des profils, et donc il a créé vraiment thefacebook.com qui est devenu Facebook. Donc à la base, c'était vraiment une blague avec ses amis. Donc pas minimiser les premiers petits pas qui vont conduire à la création d'une entreprise rentable et reconnue internationalement. Le deuxième point sur lequel je voulais absolument insister, c'était prenez conscience aussi en tant qu'individu et en tant qu'entrepreneur de votre pouvoir politique. En fait, on parle beaucoup d'entrepreneuriat social, mais c'est un pléonasme, parce que tout entrepreneur en fait a des effets sociaux sur la société et engage des changements. Toutes les grandes boîtes comme Google, Amazon, Facebook et j'en passe ont vraiment des impacts sur la société, et d'ailleurs ne s'en cachent pas. Ils veulent faire de l'argent et ils veulent changer le monde, et on le sait. Donc c'est important en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, d'être conscient qu'on peut avoir parfois autant d'impact, voire plus, que certains hommes ou certaines femmes politiques. Le troisième point sur lequel je veux vraiment insister, c'est justement sur, pour créer cette vision, donc je vous ai dit qu'elle était très importante, on se pose donc sur les besoins du monde et sur des besoins personnels. Il faut vraiment, selon moi, qu'il y ait un alignement entre la personne qui porte un projet et le projet. Donc pour ça, je vous invite à vraiment vous interroger sur qui vous êtes, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos passions, quelles sont vos aspirations, et j'irais même jusqu'à dire quels sont vos talents. Alors ça fait des grands mots tout ça, par où on commence, comment on se connaît, comment on sait ce vers quoi on est porté, quelle est notre mission de vie. Moi je vous invite déjà à commencer par vous poser 3 questions. C'est qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous faites facilement, et pourquoi est-ce que vous êtes reconnu par les autres. N'hésitez pas à leur demander, parfois ça nous aide à savoir là où on a vraiment de la valeur. Ensuite, le 4e point, c'est que l'aventure entrepreneuriale n'est pas une aventure solitaire. Souvent, quand il y a un projet, on parle souvent de Mark Zuckerberg, on parle souvent de l'entrepreneur initiateur. Mais en fait, une entreprise, elle ne fonctionne pas seule. C'est toute une équipe, et donc du coup, il faut surtout embarquer des gens avec soi. Travailler son leadership, travailler sa bienveillance, travailler l'empowerment de son équipe pour donner envie aux gens de nous suivre dans le projet et de vraiment faire partie prenante de ce projet-là et d'avoir confiance en le projet pour être pleinement engagé dans sa réalisation et dans son développement.
Ça commence pour ça par trouver un premier follower. J'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas encore d'entreprise, pas encore de projet et qui n'ont peut-être pas encore d'idées. Moi, les idées, elles viennent souvent avec les personnes. Je vous invite à trouver une première personne avec laquelle vous sentez qu'il y a vraiment une bonne collaboration, avec laquelle vous souhaitez vraiment partager des choses. Et même, moi, je conseille même de le faire avec des amis, parce que je trouve ça 1000 fois plus marrant, et parce qu'on passe notre vie à travailler, donc on passe je ne sais pas combien d'heures de notre vie à travailler, donc autant que ce soit avec des personnes qu'on apprécie, c'est quand même plus sympa. Donc cherchez votre premier follower, votre premier suiveur, qui sera peut-être votre cofondateur, et réfléchissez autour de ça. Créer une équipe, créer même une dream team et une communauté autour pour que vous soyez portés dans les moments difficiles par des gens qui y croient, par des gens qui portent le projet avec vous. Le cinquième point que je souhaitais souligner, c'était l'équilibre l'équilibre de vie en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui subissent les effets du burn-out, qui sont tellement passionnés par leur projet, ce qui est une grande force, qu'ils en oublient en fait leur santé, leurs proches, et qui fait que c'est un projet qui va se casser la figure rapidement, parce que l'activité entrepreneuriale n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Donc il faut aussi se préserver pour pouvoir tenir la distance et pouvoir conduire son projet sur le long terme. Donc c'est important de faire attention à ça, de fixer des limites, de se faire accompagner pour fixer des limites aussi, et puis de se planifier des temps de repos, des temps de détente pour pouvoir vraiment récupérer et repartir plus motivé, sachant que l'ennui et les temps de latence sont aussi source de créativité. Donc c'est quelque chose qui va être positif aussi à l'entreprise au-delà de ça. Et puis le dernier point enfin, qui est important aussi d'aborder, c'est d'entreprendre au-delà des préjugés, d'aller contre les idées qu'on peut avoir de soi. Aujourd'hui, on pense souvent que c'est difficile d'entreprendre quand on est une femme. Il y a 90% des startups qui sont conduites par des hommes, aux dernières nouvelles. On pense aussi que c'est difficile d'entreprendre quand on est jeune. On pense que c'est difficile d'entreprendre quand on n'a pas fait d'études, alors qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Et on pense aussi que c'est difficile d'entreprendre quand on n'a pas d'argent, ou peu d'argent. Et en fait, il existe beaucoup d'alternatives aussi dans les premiers pas pour créer son entreprise. J'en citerai trois et l'intervenant suivant pourra aussi témoigner. Mais quand on a peu d'argent, en fait, on peut commencer par bricoler. On se débrouille avec ce qu'on a, avec les ressources qu'on a à disposition, et ça va nous permettre d'innover, de penser à d'autres choses, et même de créer des projets auxquels on n'aurait pas pensé initialement. Même les grandes entreprises comme Google, par exemple, elles commencent en prototypant avec très très peu de moyens, ça coûte pas cher, ça force à innover, et donc ça force à penser et à agir différemment, et ça permet d'apprendre. Tout ça, c'est donc pour aussi enlever ses freins personnels, connaître ses besoins. Parfois on a besoin de sécurité financière, donc on ne va pas se lancer tout de suite. Parfois on a besoin d'être accompagné, donc on ne va pas se lancer tout seul. Bref, donc je vous invite à vraiment connaître quels sont vos besoins dans votre vie et dans votre vie professionnelle, et de ne pas vous arrêter à « je n'ai pas d'idée, alors je ne me lance pas » ou « j'ai pas d'équipe, alors je ne me lance pas », et vraiment de tester petit à petit, pas après pas, qu'est-ce qui pourrait vous convenir en faisant des petits projets qui vous passionnent les uns après les autres, et je suis sûre que si c'est quelque chose qui vous plaît, vous y arriverez. Voilà, merci beaucoup. Merci Rebecca, je vous propose qu'on puisse l'applaudir encore une fois, c'était très clair tout ça, merci infiniment. Transition, Yann Boucher. Alors, on va parler du nautisme, de ce qui marche dans le nautisme, les secteurs qui fonctionnent. Yann Boucher va venir nous retrouver. Yann Boucher, on le connaît pour autre chose, il va vous parler notamment de Ulule, ça vous dit forcément quelque chose. Yann, vous connaissez le règlement, hein, c'est 14 minutes pour vous, ça va aller? Je vais mettre un chronomètre pour être sûr. Extraordinaire, écoutez, allez-y, c'est à vous. Donc, moi je vais vous parler justement d'une des sources de financement possibles quand on est un entrepreneur, quand on est un porteur de projet, qui est une source un peu alternative, c'est le financement participatif. Et du coup, je vais vous parler un peu des différentes formes qui existent, et je vais vous parler d'Ulule. Alors, le crowdfunding, c'est quoi? C'est du financement participatif, c'est du financement par la foule. Alors, c'est pas un concept qui est nouveau, ça existe depuis des centaines d'années. Il y a plein d'exemples de grands monuments qui ont été faits par
grâce à l'argent provenant de la foule. Il y a la Statue de la Liberté, par exemple, qui a été construite grâce au financement participatif. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a le web, on a Internet, et que du coup, depuis 5-6 ans, il y a un essor de ce type de financement, et qu'on peut toucher plus de personnes plus rapidement et plus facilement. Il y a différentes formes de financement. Aujourd'hui, moi, je vous parlerai surtout d'une forme qui est le financement participatif avec récompense, reward based. Mais vous pouvez aussi trouver du financement participatif à base de prêts. Je mets quelques exemples de plateformes ou sous forme d'investissement. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la partie financement avec récompense parce que je vais vous parler du LUL. Vous connaissez aussi certainement des plateformes comme KissKissBankBank ou Kickstarter aux États-Unis. Alors, on va se demander déjà pourquoi on ferait du financement participatif quand on est un porteur de projet ou une entreprise. C'est assez simple, il y a 3 raisons principales. La première, c'est forcément l'argent. Quand on lance un projet, comme disait Rebecca, on a besoin de sources de financement et il faut les diversifier, il faut aller voir les établissements publics, il faut faire des prêts d'honneur, il faut faire des prêts, des subventions, etc. Et c'est un moyen de diversifier ses sources de financement. C'est aussi un moyen qui est assez rapide pour obtenir de l'argent, parce qu'en moyenne, il vous suffit de quelques mois pour lancer un projet et obtenir votre montant à la fin. Donc c'est assez rapide, on lance un projet en moyenne en quelques semaines, et un projet qui dure un mois, au bout d'un mois, vous avez votre argent. La deuxième chose qui nous pousse à faire du crowdfunding, c'est la communication et la communauté. En gros, je lance une campagne de crowdfunding parce que j'ai envie de faire connaître mon projet, d'aller chercher de nouvelles personnes et d'en faire parler. Ça, c'est super important. On ne vient pas seulement chercher de l'argent, on vient chercher aussi une communauté. Et un des derniers aspects de pourquoi lancer une collecte, c'est tester son projet. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui ont un prototype, commencent à avoir des premiers éléments et qui se disent « je ne suis pas encore très certain, j'ai envie de le tester ». Et ben, vous pouvez mettre votre projet sur du financement participatif et s'il y a un marché derrière, vous allez avoir des produits, des services qui vont se vendre et ça vous permet d'avoir une étude de marché grandeur nature et pour pas grand chose. Comment ça fonctionne, une campagne de financement participatif? Je ne vous parlerai pas de toutes les règles parce que j'ai que 14 minutes et que c'est super court. Mais je vous parlerai d'un élément qui est super important, ce sont les cercles de financement. Alors c'est quoi ces choses? C'est quoi les cercles de financement? Je vais casser un peu des mythes. Le financement participatif, c'est pas je mets ma collecte en ligne sur Ulule ou sur KissKissBankBank, j'attends que ça se passe et je récupère de l'argent. Ça marche pas du tout comme ça. Ça marche de manière assez simple. Il faut déjà commencer par parler de son projet aux personnes qui sont proches de nous, aux personnes qui y croient, parce que c'est eux qui vont lancer le projet. Eux, c'est votre socle, c'est votre communauté, c'est les gens sur lesquels vous allez vous appuyer pour lancer le projet. Si ces gens-là ne sont pas au courant que vous vous lancez dans un projet, la campagne ne va pas marcher. Vous ne pourrez pas aller toucher du grand public directement. Il faut vraiment vous appuyer sur votre réseau proche, vos amis, vos collègues, les gens que vous avez rencontrés. Donc parlez du projet un maximum, dites que vous voulez le faire financer, et c'est eux qui vont lancer la campagne avec vous en la partageant, en la soutenant. Après, vous pouvez espérer atteindre les amis de vos contacts, les contacts de vos contacts, ça c'est le deuxième cercle. Et enfin, le but d'une campagne, quand on est entrepreneur et qu'on veut faire connaître son projet, c'est forcément d'aller chercher des inconnus. Et c'est pour ça que c'est sympa de lancer une campagne sur des plateformes comme Ulule ou KissKissBankBank, ça vous permet d'avoir de la visibilité. Alors le fonctionnement d'une campagne de financement sur Ulule, je prends l'exemple, mais c'est finalement assez classique sur du financement participatif avec récompense. Nous, on va financer des projets qui sont de divers aspects, qui peuvent être créatifs, solidaires, innovants. La seule chose dont on a besoin, c'est que ce soit un projet qui soit avec une portée collective. On n'est pas là pour financer une personne qui veut changer de métier, faire une formation. Il faut vraiment qu'il y ait une portée pour la collectivité, pour le grand public. Les statuts des porteurs de projets, ils sont assez variés. On en a des 3 principaux, forcément, c'est les particuliers, les associations et les entreprises. Alors le chiffre des 15% d'entreprises qui lancent un projet est un petit peu biaisé, parce qu'en fait sur la plateforme on a beaucoup de gens qui, comme vous, ont envie de porter un projet, et du coup ils vont venir le tester un peu avant de lancer leur entreprise, et ils vont lancer dans la foulée. En fait le crowdfunding c'est aussi un financement qui va intervenir un peu avant de lancer son entreprise, aussi bien qu'il va intervenir pendant la vie de mon entreprise pour lancer un nouveau projet.
Et le dernier principe de fonctionnement essentiel sur notre plateforme, c'est le principe du tout ou rien, qui est super important. En gros, vous lancez une campagne pour tester un produit, un service. Et ben, si vous atteignez votre objectif, vous touchez les fonds. Si vous ne l'atteignez pas, la campagne est année blanche. Et du coup, tout le monde est remboursé et c'est une opération qui est nulle pour tout le monde. Là, je vous ai mis quelques détails sur comment fonctionne la plateforme que je commenterai pas forcément tous. Mais en gros, il faut savoir que voilà, toutes les plateformes de financement participatif aujourd'hui, elles vont fonctionner de la même façon sur du reward base. Elles vont prendre un pourcentage du montant total récolté, qui est en moyenne le même sur toutes les plateformes, qui est environ 8%. Ça, il faut savoir quand on lance un projet, mon objectif, c'est d'avoir 8 000 € à la fin. Ben, il faut aller chercher un peu plus parce qu'il faut compter cette commission dedans. Quand vous allez lancer un projet sur ce type de plateforme, il y a une chose qui est essentielle. On disait auparavant, c'est de ne pas être seul. Alors vous avez déjà des gens qui vous entourent, qui connaissent votre projet, sur lesquels vous allez vous appuyer, et vous allez aussi vous appuyer sur des gens qui savent comment fonctionne une campagne de financement. Et donc, du coup, on a 11 personnes qui sont dédiées à ça, dont je fais partie. Et du coup, notre but, c'est vraiment de conseiller le porteur de projet, de faire en sorte que vous vous sentiez accompagné et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez avant la campagne, pendant la campagne, après la campagne. On essaie d'y répondre un maximum et en général, on le fait assez vite. Là, j'ai mis une petite slide sur la partie Ulule Academy qui est assez importante parce qu'en fait, une campagne de crowdfunding, on est beaucoup à penser que voilà, c'est assez simple, qu'il suffit de mettre une page en ligne, mais il y a quand même pas mal de petites choses à savoir. Et aujourd'hui, en 14 minutes, clairement, j'ai pas le temps de vous donner un peu les dessous des campagnes, comment ça marche. Donc je vous invite tous à faire plusieurs choses. Déjà, si vous avez le projet de lancer une campagne de financement participatif, allez sur les sites. Regardez les campagnes, épluchez-les, regardez comment elles se passent, regardez les montants qui ont été levés, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et on organise aussi des formations environ 4 fois par mois, qui sont de 2 heures, qu'on fait soit en physique sur Paris, soit qu'on délocalise ailleurs, et qui sont aussi en ligne, et qui en 2 heures vous apprennent pas mal de choses sur le financement participatif. Là, je vous ai mis quelques chiffres. Alors les chiffres, c'est important, vous pourrez y avoir accès en ligne sur le site à n'importe quel moment. Et pareil, ça vous donne un peu des idées. Alors c'est ultra open, c'est notre politique, vous avez accès à tous les chiffres. Donc les campagnes par type, dans le nautisme ou dans l'entrepreneuriat, vous pouvez aller éplucher combien ils ont levé, etc. Là, je vous ai mis des chiffres clés. Aujourd'hui, il faut savoir que le taux de réussite, que je n'ai pas changé, qui est de 68% aujourd'hui. Voilà, ça c'est un chiffre important. Il faut vous dire que du coup, sur 100 campagnes lancées, il y en a quand même une trentaine qui vont échouer. Il faut quand même l'avoir en tête. Et la force forcément d'un réseau, d'un site comme Ulule, c'est ses utilisateurs. Aujourd'hui, Ulule, c'est un peu plus d'1 300 000 utilisateurs en Europe et au Canada, et avec environ 1 800 000 visiteurs uniques sur la page par mois. Voilà, ça permet d'atteindre une cible assez importante. Et dans les quelques minutes qui me restent, je vais aborder des choses qui vont peut-être plus vous parler et rentrer dans le secteur du nautisme. Parce que sur Ulule, on a beaucoup de projets, tous secteurs confondus, l'entrepreneuriat, du culturel, etc., de l'associatif. Donc j'ai fait une petite sélection de projets. On va voir notre amie Monique Lapoule un peu plus tard. J'ai mis des projets qui ont des différents montants et différents aspects. Alors ça, c'est un premier projet d'une entreprise assez intéressant qui mixe un projet entrepreneurial avec un vrai projet à vocation sociale, le but et environnemental aussi. Donc le but étant de fabriquer des sacs à partir de voiles recyclés, et le tout étant fait dans un ESAT, un établissement adapté, donc avec des personnes en situation de handicap en général qui fabriquent ces sacs. Donc voilà, un beau projet entrepreneurial. J'ai mis celui-là en exemple parce qu'on peut voir que en haut à droite, vous voyez qu'il n'y a pas de montant d'affiché. En fait, on ne sait pas combien il a levé en termes d'argent. Parce qu'en fait, ce que voulait cet entrepreneur, c'était de tester son produit. Donc il est arrivé sur Ulule, il a dit « Moi, j'ai un projet de faire un sac avec des voiles recyclées. Je ne sais pas s'il y a un marché. Je vais le mettre et je vais me dire que si j'en vends au moins 50, bah, c'est qu'il y a quand même une petite demande. Et ça peut être un bon moyen de tester un produit. Donc on a beaucoup de gens qui arrivent qui disent voilà, j'ai un nouveau produit,
Si j'arrive à en vendre 100, 200 sur Ulule, c'est qu'il y a un petit marché, et derrière, je vais pouvoir en produire plus. Un autre projet entrepreneurial dans le secteur du nautisme, donc ça, c'est une voilerie pour le kitesurf à Toulouse. Là, vous voyez, cette fois-ci, c'est un montant chiffré, donc la personne a récolté 4 489 €. Le projet, c'était de faire émerger une voilerie à Toulouse pour réparer les aïdes de kitesurf. Le constat était simple de la part de la porteuse de projet, c'est qu'elle disait finalement toutes les voileries sont sur le bord de mer. Il y a aussi quand même pas mal de personnes qui sont sur Toulouse et qui vont pas mal sur la côte pour surfer et qui à chaque fois récupèrent leur matériel. Ça serait cool d'en avoir près de chez nous aussi pour pouvoir réparer. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a monté son entreprise et ça a fonctionné. Autre projet qui est un peu dans la thématique, un projet qu'on a eu sur Ulule, et il y a pas mal de projets de ce type évidemment, c'est un projet de covoiturage entre guillemets, où les personnes peuvent se mettre en relation entre une personne qui a un bateau et une personne qui a envie de faire du bateau l'été au bord de mer. Donc voilà, et là je vais en profiter pour faire un petit focus sur les montants. On voit que là on est sur un montant de 5 800 €, j'augmente un peu au fur et à mesure sur les montants. Il faut savoir que le financement participatif de cette forme, avec récompense, qui est différent du financement participatif sous forme de prêt ou d'investissement, on ne vient pas chercher des gros montants. Donc clairement, si vous êtes une entreprise, il ne faut pas venir sur Ulule ou sur KissKissBankBank en disant on va venir chercher 50 000 €. En fonction de votre communauté, on en discutera, mais c'est des montants moyens qui sont plutôt aux alentours de 15 000 € pour une entreprise qui vient sur ce type de financement. Donc voilà, j'en parlais, un montant super moyen classique de 15 000 € sur un projet qui est cette fois-ci lié au recyclage de planches de surf. Le but étant de créer des planches de surf grâce à des planches de surf recyclées. Donc c'est assez intéressant et ça peut être une entreprise qui s'est créée en 2014. On a aussi d'autres projets liés au secteur du nautisme sur la plateforme qui ne sont pas forcément des projets entrepreneuriaux, mais qui font aussi marcher le secteur sur une plateforme comme Ulule. Parce que ce qui est important finalement, c'est que des gens qui s'intéressent à la mer et au nautisme soient sur la plateforme. Donc là, c'est un projet d'un navigateur qui prévoyait d'aller naviguer dans le Grand Nord avec sa poule Monique et qui a fait un DVD, un film avec. Et qui donc a pu financer son voyage et le DVD grâce à la plateforme. Et enfin, un autre projet plutôt associatif celui-là lié au Vendée Globe. Le but étant de ce projet de faire partir un bateau pour le Vendée Globe sans sponsors commerciaux entre entreprises, de grands comptes, etc. Mais avec un simple logo d'une association qui s'appelle le Projet Imagine. Et donc ils ont mis ça au grand public en disant nous on veut faire partir ce bateau grâce à l'association et finalement au lieu d'avoir une grande entreprise comme sponsor de mon bateau, le sponsor de mon bateau c'est la foule et c'est l'association. Donc ça c'est aussi le genre de projet qui est très intéressant sur Ulule. Et enfin j'ai fait 14 minutes, donc je vais laisser la place à Clément pour la suite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me voir par la suite, je vais rester un petit peu ici. Merci. Merci beaucoup Yann. Mais on aura un petit peu de temps pour tous les intervenants ensuite, si d'éventuellement vous avez des questions à poser. C'était très clair en ce qui concerne Ulule avec Yann Boucher. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le domaine du nautisme, de l'entrepreneuriat. Voici donc un spécialiste du nautisme qui va évoquer notamment les secteurs qui sont porteurs dans le nautisme. Clément Doué mérite également vos applaudissements. Merci d'être avec nous Clément. De rien. Bonjour à tous, donc moi je suis Clément Doué, je suis fondateur de Hey Captain, qui est une boîte de location de bateaux auprès de professionnels partout en France. Et je suis également président de Nina, qui est une association qui a pour vocation de diffuser l'innovation dans les TPE, PME et grands groupes du nautisme. Alors, tout le monde s'excite un petit peu avec les startups, on parle de crowdfunding, de learning expedition et compagnie. Mais l'entrepreneuriat dans le nautisme, ça a déjà 100 ans. Ça commence en 1884 avec Beneteau, mais au-delà de ça, c'est surtout plus de 5000 entreprises dans le nautisme.
40 000 employés, ce qui fait un bon paquet d'entreprises qui sont ici aujourd'hui. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de comprendre un peu comment fonctionne tout ça. Aujourd'hui, on a des groupes industriels qui travaillent avec des TPE, qui eux sont au contact des clients. Donc dès qu'on parle un peu digital, ce qui fait très peur dans le monde du nautisme, c'est qu'on arrive à ça. J'y viendrai après. C'est qu'on arrive à ça, c'est-à-dire un groupe industriel qui vend en direct aux clients, et les clients qui se vendent entre eux, qui louent entre eux. Du coup, dans les travées, ça parle beaucoup de la fin du nautisme et la fin des TPE du nautisme. Le digital dans le nautisme, c'est pas vraiment ça. Le digital, il a vocation à plutôt faire ça, c'est-à-dire permettre aux TPE et aux PME du nautisme d'avoir de meilleurs échanges avec leurs clients, avec leurs constructeurs, avec les bateaux. Pour vous faire un petit focus rapide sur l'évolution du digital, on a eu le web 1.0. C'était les années 90, c'était les sites vitrines. Je ne sais pas si vous allez parfois sur les sites de vos dentistes, de vos boulangers. C'est un peu ça, c'est des sites assez moches avec de la musique et des petites lumières qui permettent juste d'avoir de l'info. Un numéro de téléphone, les horaires d'ouverture et compagnie. Après on a eu le web 2.0. Le web 2.0, ça va être un web qui est plutôt sur l'interactivité, l'échange. Donc ça va être pouvoir réserver votre bateau en ligne chez un loueur professionnel par exemple, mais ça va être aussi les forums, le Nautic Lab de la FIN, ils en sont très fiers et n'hésitez pas à y aller donner vos idées. Ça c'est le web 2.0. Et on arrive dans le web 3.0 qui est donc les objets connectés. C'est-à-dire que maintenant vous communiquez via internet, mais maintenant votre montre connectée va parler avec votre téléphone et lui dire t'as marché 10 000 pas aujourd'hui, cours encore, t'es un poil gros. Donc c'est vraiment ça l'objectif du web 3.0 et ce qu'on va en faire dans le nautisme. L'enjeu ici, il est de faire communiquer tout le monde. Communiquer tout le monde pourquoi? Pour plus de services, pour un retour à la relation humaine, donc plus d'humains et moins de tâches administratives. Je vais vous donner quelques exemples parce que parfois ça peut paraître très vague quand on parle de 3.0, Learning Expedition et compagnie. Je vais vous donner 2-3 exemples. L'exemple 1, c'est digitaliser les acteurs pour se concentrer sur l'essentiel. Quelques exemples. Aujourd'hui, hier, quand vous êtes propriétaire de bateau, vous voulez faire entretien de votre bateau, mais sauf que vous habitez à 400 km de votre bateau, avant vous deviez l'appeler, il répondait pas, envoyer de devis dans tous les sens, lui il courait après pour avoir l'argent. Maintenant chez les pros ça se passe comme ça. Ça on est chez un pro dans le nord qui s'appelle Arias Marine. Aujourd'hui vous allez juste insérer votre bateau dans un cas d'entretien, vous allez commander votre prestation en ligne. Le pro il va directement recevoir la demande du devis le lendemain, vous allez payer, le pro va faire le travail et quand vous arrivez le jour J sur votre bateau, le bateau est prêt. Ça c'est une boîte qui s'appelle Universel qui fait ça, qui sont basés à Nantes, qui sont également dans le réseau Lila et qui ont déjà plus de 100 loueurs TPE et PME du nautisme, 100 chantiers navals, qui sont déjà clients des services. Un autre exemple c'est Navili. Navili, si vous avez déjà fait du bateau et que vous avez vu un peu le stress à l'entrée du port de Bonifacio, vous vous dites et si, j'espère que je vais avoir une place en arrivant au port. Donc faites la queue comme des marioles en faisant des ronds dans l'eau et en essayant de joindre le port qui est occupé. Là avec Navili, vous allez juste aller sur le site du port depuis votre téléphone, vous allez regarder s'il y a une place disponible et du coup vous allez pouvoir réserver votre place de port et passer une bonne nuit à Bonifacio. Ça c'est Navili, pareil, il travaille déjà avec une 50aine de ports en France et une 30aine de ports en Espagne et en Italie. Et une autre chose, pas des moindres, la location de votre bateau auprès de votre pro. Ici on est chez un pro qui s'appelle La Baule Nautique, qui est basé à La Baule. Ils avaient une problématique, c'est qu'ils sont ouverts de 9h à 18h. Sauf que vous, quand vous allez louer votre bateau, quand vous allez vouloir louer votre bateau pour le week-end, il est mercredi 16h, vous avez deux choix. Soit vous envoyez un email qui ne sera jamais lu, soit vous allez appeler devant votre patron le loueur pour dire alors est-ce que mon bateau il est disponible et du coup vous n'allez pas forcément avoir une très bonne image au bureau. Maintenant vous allez aller sur le site du loueur, réserver directement votre bateau en ligne au produit professionnel et le jour J, donc samedi matin 9h, le pro sera là pour vous faire la prise en main du bateau. Vous aurez déjà tout reçu en termes de contrat, en termes de caution, en termes d'assurance additionnelle et ça c'est une très belle boîte qui fait ça qui s'appelle Hey Captain. L'avantage c'est que c'est disponible 24h/24, 7h/7, que tout est automatisé en termes d'administratif, donc le contrat vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà reçu, vous l'avez déjà signé
Et que du coup, au moment où vous allez voir le pro, que ce soit votre chantier naval, le responsable du port, le loueur ou le professionnel dans tout ce qui est nautisme, il y aura beaucoup plus de temps pour échanger avec vous, pour vous former, pour vous éduquer ceux qui n'ont pas encore toutes les règles en tête dans ce milieu qui est très particulier, et de vous faire découvrir la plaisance. Donc c'est tout l'enjeu du digital aujourd'hui, et c'est l'enjeu de cette première partie du digital, c'est libérer le temps des professionnels pour se concentrer sur la formation et l'échange des plaisanciers. Un autre exemple très concret du digital dans le nautisme, ça va être connecter. Connecter les objets pour simplifier la plaisance. Je vais vous donner 2-3 exemples. Il y a énormément d'entreprises ici qui font des trackers pour avoir à terme un bateau connecté. Un bateau connecté, c'est quoi? C'est une multitude de capteurs qui vont pouvoir vous dire quelqu'un est rentré sur mon bateau quand j'étais pas là, mon bateau a bougé alors que on est entre 22h et 4h du matin et que moi je suis dans mon lit, donc c'est louche. Il y a de l'eau dans mon bateau, et tout ça, tous ces objets-là vont communiquer avec votre téléphone portable à distance et vous faire des alertes. Des alertes à vous. Mais bon, si vous êtes dans votre lit ou alors à plus de 400 km de votre bateau, ça ne sert pas à grand chose, mais aussi des alertes à votre professionnel, qui lui va pouvoir aller voir au port ce qui se passe sur votre bateau et vous garantir un niveau de sécurité plus important, réduire le vol, réduire les dégradations, anticiper les pannes. Donc notamment dans une logique avec Universal, l'idée c'est prévoir plutôt que guérir. Et enfin faciliter les sauvetages avec le tracker de bateau pour qu'on puisse vous trouver. Un autre exemple de digital dans la plaisance, c'est un projet qui s'appelle Marna, qui a pour vocation à vous rappeler 2-3 règles du nautisme quand vous allez sur l'eau. Marna, c'est de la réalité virtuelle. Vous êtes en mer, vous savez plus vraiment ce que veut dire cette cardinale. Donc là, vous allez vous dire, je vais quand même sortir mon portable parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous allez regarder avec Marna cette cardinale et qui va vous dire, t'es gentil, mais là tu vas du mauvais côté, c'est à gauche. Le but, c'est d'avoir à terme quasiment un GPS de la mer et mettre toujours plus de personnes sur l'eau. Et du coup, vendre toujours plus de bateaux à terme pour nos amis de Beneteau. Donc c'est rendre la plaisance plus accessible, mettre toujours plus de monde sur l'eau, mais en garantissant un niveau de sécurité maximum. Et enfin, une des dernières tendances, et après je laisserai la parole au suivant, c'est l'objet connecté pour tout ce qui est gamification. Encore un mot assez classe pour dire que c'est juste comparer ses statistiques et se mesurer soi-même. Ça, c'est une boîte qui s'appelle Quit de mémoire. Si c'est ça, c'est pas forcément un très très bon nom d'entreprise, mais Quit, c'est un petit objet connecté que vous mettez sur votre planche à voile, sur votre wakeboard, sur tout ce qu'on peut imaginer en termes de nautisme et qui va vous mesurer votre capacité à faire une figure, à faire la distance parcourue, la hauteur de votre saut en planche à voile. Et ces objets vont arriver et être partout. Et l'idée sera simple, ça sera de gamifier un peu la plaisance, le rendre plus fun et pouvoir vous comparer avec vos amis. C'est-à-dire optimiser, pouvoir mesurer avec les autres. Ça a été coupé, mais c'était jouer à qui a la plus grosse capacité à faire des figures en wakeboard. Et optimiser le matériel, parce que vous allez pouvoir savoir si vous avez vraiment sauté si haut que ça, est-ce qu'il y a un risque que ma planche soit cassée, est-ce qu'il faut que je l'améliore. Donc c'est vraiment quelque chose, et après je rends la parole à Serge, c'est vraiment quelque chose pour comprendre, c'est qu'aujourd'hui pour innover dans le nautisme, il faut prendre en compte qu'il y a un écosystème existant, et que si on veut innover et aller loin dans le nautisme, il faut avancer sans vouloir casser. Il y a beaucoup de choses à faire avec le digital, notamment pour le TPE, pour les PME, et avec Nina, et n'hésitez pas à intégrer le mouvement, il faut pousser l'innovation dans les TPE afin d'améliorer les process et avoir toujours plus de services pour les clients finaux. Merci à vous. Merci Clément André, merci beaucoup. Des cas concrets maintenant, des témoignages pour quelques startups qui fonctionnent. Dans un premier temps, nous allons retrouver Richard Forest, qui va venir le retrouver sur scène pour sa startup qui s'appelle Sierra. Et ensuite, ce sera au tour d'Isabelle Duval de nous parler de B-Boats. Richard, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Donc moi je ne vais pas vous présenter de slides parce que je me suis dit qu'une start-up sa vie. Donc il y a un film qui va étayer un petit peu ce qu'on fait.
Donc Sierre, c'est une start-up qu'on a créée il y a seulement 6 mois. Par contre, c'est 1 an de maturation avant. Donc tout ça pour rebondir sur ce que disait Rebecca tout à l'heure. Une start-up, ça n'est souvent non pas d'idées complètement loufoques, novatrices, c'est juste souvent le fait de réfléchir à plusieurs. En fait, il y a un type un jour qui est venu me voir et qui m'a dit « Je veux faire un trimaran qui vole, je cherche 3 millions d'euros. » Je lui ai dit « Mais pourquoi tu le fais ?» La question, c'est le « why ». En anglais, c'est une question fondamentale du start-upper, c'est pourquoi vous faites quelque chose, quelle valeur ça va amener à votre client. Et en le faisant réfléchir, en fait, il s'est avéré que le seul truc qui était vachement intéressant pour lui, c'était de travailler sur les foils de la génération de demain. Et finalement, pas de travailler que sur le foil, mais sur la fonction vol. C'est ça l'enjeu de CIR, c'est de travailler sur la fonction vol de demain. Alors le film n'est pas lancé, je ne sais pas si la voix le lance. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est souvent une rencontre de personnes. Alors aujourd'hui, moi au quotidien, donc 1 an de réflexion, ça veut dire qu'il faut prendre le temps, il faut bien poser son projet. Il y a une chose super importante dans l'entreprise, c'est d'être time to market. C'est-à-dire que le meilleur exemple, c'est les Google Glass, hein, vous savez, ces lunettes qui font de la vidéo. Et ben, c'est un super produit technologique, mais juste, il n'est pas time to market, il n'y a pas de client. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quelle valeur je vais amener à mon client. Donc moi, ma fonction vol, j'espère que pour les années 2018-2020, parce que c'est de ça dont on parle me concernant, c'est pour amener de la valeur à mon client final dans 3, 4, 5 ans. Donc moi, je suis pur modèle de start-up. Ça veut dire que je mets au point des systèmes et pour ça, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis entouré d'une équipe. Parce que je suis alors un petit peu surpris de quelque chose qui n'a pas été dit depuis 1 heure. Vous pouvez avoir le plus beau projet de la Terre, si vous n'avez pas l'homme, je répète l'homme et encore l'homme et toujours l'homme, ça ne marche pas. L'équipe, encore l'équipe, toujours l'équipe. C'est une question d'homme tout ça. Évidemment, il faut les manager, mais si vous n'avez pas la meilleure équipe, vous n'y arriverez jamais, quelle que soit la valeur de votre produit. Ça, c'est essentiel. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est la remise en question. Il faut constamment, il faut garder le cap, ça c'est certain, mais constamment se remettre en question. Et finalement, votre pire ennemi, ça va être vous-même, ça va être le passionné, parce que souvent, les start-upers sont des gens passionnés du nautisme, dans le cas qui nous occupe. Et en fait, on est tellement passionné par son truc qu'on est co-sanguin, on discute qu'entre nous-mêmes et pas avec les autres. Et ça, c'est le pire ennemi, je pense, du start-upper. Moi j'aime beaucoup l'exemple du lampadaire où globalement vous êtes sous un lampadaire, hein, donc vous avez un cône lumineux et puis vous êtes au centre de la lumière. Mais en fait ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a d'autres lampadaires à côté qui eux sont peut-être encore plus puissants en termes de lumière. Et bien, il faut aller sortir de sa zone de confort et aller chercher les autres. Et moi c'est ça que j'essaye de faire au quotidien avec les équipes. Et tout ça du coup si vous avez un bon produit, et vous arrivez à lever de l'argent. Mais par contre ça passe par des phases qui peuvent être assez stressantes. Je vais vous donner un exemple. Au mois de juillet, il me restait 2000 € sur le compte en banque de CIR. J'ai 8 personnes à payer. Il me restait 2000 €. Et si vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, vous êtes malin, vous y arrivez. Et à l'instant où je vous parle, je termine ma levée de fonds. J'ai levé 700 000 € et je vais probablement taper le million. Donc ça veut juste dire que un start-upper, il va y arriver s'il a une énergie folle, s'il consacre tout son temps, et toute son énergie et aller chercher les choses ailleurs que dans son cercle de confort. C'est essentiel. Sortir de sa zone de confort, c'est comme ça que vous y arrivez. Et je rebondirai sur un dernier point, parce que donc, on va passer beaucoup de temps. Quelque chose a été dit sur la nécessité d'être bien dans sa tête. C'est juste méga important, c'est-à-dire que moi je fais un peu de conseil aux entreprises aussi. La première chose que je demande à quelqu'un qui veut créer sa boîte, je lui dis comment va ta famille, est-ce que vous vous entendez bien, parce que c'est un projet qui va faire basculer votre vie et donc il faut que votre entourage vous soutienne. Si votre entourage ne vous soutient pas, vous courez au clash. Et effectivement, il faut des temps de repos, il faut se poser et réfléchir à son projet. Et encore une fois, tout le temps se remettre en cause. Voilà. Merci Richard Flores, il y a tout l'enseignement, tout ça, bravo. Hein. Et merci pour les belles images, c'est superbe. Regardez. Isabelle Duval vient nous retrouver maintenant, elle nous parle de Bibots. Merci d'être avec nous Isabelle, bienvenue. Bonjour à tous. Moi je vais vous parler de Bibots, vous m'entendez? Oui. Je vais vous parler de Bibots. Alors Bibots c'est quoi? Bibots c'est le premier comparateur mondial de location de bateaux. Alors, on a parlé de location de bateaux tout à l'heure avec les captains. Les captains c'est la location de bateaux à moteur. Là c'est un comparateur mondial de location de bateaux, moteur, voile et yacht. Alors, une success story pour une start-up, si on m'a demandé de parler d'une success story, au bout de 2 ans, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, une success story, c'est au bout de 10 ans quand vous avez vendu votre boîte. Ce qui
qui a été le cas pour la boîte que je dirigeais avant, qui s'appelle Auto Escape et que j'ai vendue à Expedia en 2014. Là, c'est une success story. Bboat, ça a 2 ans. Alors 2 ans, au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire en tout cas qu'on a validé notre business model comme un business model solide. Alors, les clés de notre business model, c'est quoi? D'abord, on est mondial. Et ce mot, il est super important. Damien en a parlé un peu en introduction. Être international, c'est très important. Et on a 2 raisons pour lesquelles on est mondial aujourd'hui. D'abord, on a des bateaux partout dans le monde. On a 35 000 bateaux sur le site qui sont répartis dans 4 000 ports et marinas dans le monde. La deuxième raison, c'est que la maison Bboat, les fondations de la maison Bboat reposent sur une structure internationale avec une organisation unique. Nous sommes développés en réseau de franchise. Donc aujourd'hui, nous sommes installés dans 10 pays dans le monde en franchise et nous en œuvrons encore à l'avenir. Cette année, on a ouvert par exemple les US et le Canada. En 2017, on va ouvrir la Russie. Je fais un appel à candidature s'il y en a qui sont intéressés dans la salle et en particulier si vous avez des profils internationaux. En quoi le fait d'être mondial, c'est efficace? La première chose, c'est que nos clients, on les amène à des loueurs qui ne pourraient pas adresser ces clients-là parce qu'ils sont dans un autre pays et qui parlent une autre langue. La deuxième chose, c'est qu'on peut apporter de la proximité à nos clients de tous les pays parce que, par exemple, je vais citer le franchisé suédois, il habite en Suède, on l'appelle sur un numéro suédois, il parle le suédois. L'offre, elle est présentée dans la devise locale, c'est-à-dire la couronne suédoise, et il est dans le bon fuseau horaire. Ça a l'air de rien, mais quand on fait les États-Unis et le Canada, on est sur un autre continent, et c'est un autre fuseau horaire. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on est mondial. La deuxième, c'est qu'on peut comparer toute l'offre. On est comparateur, et c'est hyper important d'avoir l'exhaustivité. Donc on compare l'offre partout dans le monde, on l'a dit. On compare l'offre de bateaux à moteur, bateaux à voile, yacht, tout type de bateau, avec ou sans skipper, et enfin on fait l'offre de professionnels et de particuliers. Bien sûr, on a intégré l'offre collaborative dans notre offre, mais on n'a pas reposé notre business model et notre développement sur cette économie collaborative parce qu'on a une vision mondiale de ce projet et que l'offre professionnelle, elle est partout dans le monde. Par contre, l'offre particulier, elle ne s'est développée quasiment qu'en France aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en fait, les autres pays ont légiféré, ont été beaucoup plus durs sur la régulation et qu'ils ont imposé en fait à ceux qui sont propriétaires, locataires, d'obtenir le permis, en fait, le permis d'être commerçant. Et d'ailleurs, cette semaine en France, lundi dernier, l'Assemblée nationale a voté un amendement qui oblige en France aussi maintenant les plateformes de particuliers comme Airbnb à donner la liste des propriétaires et le montant de leur location. Donc du coup, on a quand même intégré l'offre des particuliers en France parce qu'elle fait partie de l'offre et on veut que nos clients aient accès à toute l'offre et toute la visibilité. Notre différence, c'est qu'on l'a intégrée de manière gratuite, c'est-à-dire qu'on ouvre la plateforme aux particuliers propriétaires sans commission pour qu'ils fassent leurs échanges de bateaux. Voilà, en quoi tout ça, ça nous a permis d'être efficace et quels sont nos indicateurs de succès. D'abord, on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10. On a ouvert 4 franchises cette année, on en ouvrira 4 l'année prochaine. On est une entreprise qui est rentable déjà aujourd'hui. On est une entreprise qui est solide et le fonds d'investissement Selling Invest est venu compléter nos fonds propres à hauteur de 1 million d'euros. Donc aujourd'hui, on est une entreprise qui est pérenne aussi parce qu'on est indépendant, on ne s'appuie sur aucun système de réservation. Aujourd'hui, toutes les agences en ligne qui offrent de la location de bateaux s'appuient sur des systèmes de réservation qui leur apportent l'offre. Nous avons notre propre techno, nos propres bateaux, et ça, l'indépendance est hyper importante. Et enfin, on est pérenne parce qu'on s'appuie sur un réseau. En soi, on est un vrai projet collaboratif, puisque tous les franchisés sont actionnaires dans le groupe et qu'on travaille tous ensemble. Voilà, je suis disponible sur le stand dans le hall 1C17 pour tous ceux qui veulent parler de lever des fonds, avoir des business angels, comment démarrer sa boîte, etc. Merci Isabelle Duval. Restez avec nous. J'ai demandé à Damien Grombier de venir nous retrouver. Rebecca, montez sur scène s'il vous plaît. Yann Boucher, Clément Loué et puis Richard Forest. Et ainsi, on vous donne la possibilité de poser des questions si vous le souhaitez, afin que ce soit un petit peu plus clair, ou si vous souhaitez, comme l'a fait tout à l'heure Isabelle, on aurait une invitation sur les différents stands pour prendre le temps de parler. C'est possible également. Alors vous, Isabelle, vous êtes située précisément à quel endroit dans le nautique? Hall 1. Si, rapproche. Hall 1, c'est C17 le stand.
côté de Mémé Carcy qui fait les Oh, sandwichs au foie gras. oui, belle pub, bien joué. Yann, à quel endroit vous êtes ici sur le nautique? J'ai pas de stand, donc je serai là, peu de choses près, pour répondre à vos questions. Rebecca, on vous trouve sur le nautique ou de façon Moi, j'ai été éphémère? invitée exclusivement ici, donc je suis exclusivement là pour vous, et donc je serai dans. Richard. Pas de stand non plus, mais le Twitter, Facebook, tout va bien. Vous accordez quelques instants, si l'aventure, il y a des... Damien, vous êtes de passage Alors, uniquement ou vous êtes présent sur le nautique vous? D'aventure, je serai là dans l'heure qui vient, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous le souhaitez. Je serai avec grand plaisir, avec enthousiasme. Et puis Clément, alors? Nous, on est sur le stand Zodiac Location dans le hall 3. C'est pas mal, c'est très bien. C'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions à leur poser, aux dames ou demoiselles et à ces messieurs. Bah, visiblement, tout a été clair. Hein. C'est peut-être l'effet micro qui intimide. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de les retrouver tout à l'heure. Alors évidemment, on salue nos partenaires qui nous ont donné un coup de main pour organiser cette rencontre. Ils sont ici. BFM, Voiles et Voiliers, le Nouvel Économiste, Challonge, La Tribune. Ça, c'est pour Mibot. Et puis, pour nos partenaires que nous avons ici, nous avons Les Échos, Ulule, effectivement, Wind Report, que nous saluons. Bon, écoutez, je vous demande d'applaudir les intervenants, si vous le souhaitez, mesdames et messieurs. Et ils le méritent. Merci d'avoir été avec nous. C'est très intéressant. Damien, à très bientôt.